Je m'appelle Sarah et je vais être intervenante pour des mini-radios avec des personnes âgées pour essayer de savoir un peu ce qui leur est arrivé dans leur vie, les petites pépites de la vie. Retrouvez-moi sur notre podcast. On se retrouve toutes les semaines pour un voyage pendant 1 heure pour une rencontre avec des résidents d'Espace et Vie de Bretignolles-sur-Mer. On commence avec la présentation de Monsieur Guiton. Le concept de la web radio est très intéressant parce que ces personnes qui ont vécu, pour la plupart, plus de 60 ans, 80 ans, voire même presque 100 ans, ont des histoires de vie à partager avec une richesse dont on ne soupçonne même pas tous les propos. Résidence senior, donc c'est un lieu d'habitation qui reste l'habitation principale des personnes âgées. Et puis Espace et Vie est là pour suppléer et accompagner les résidents qui ont besoin de services d'aide à domicile. C'est un bâtiment qui comprend 86 appartements et il y a également 12 maisons en périphérie de ce bâtiment. Et puis Espace et Vie propose des espaces collectifs avec une salle d'animation, une salle de restaurant, une salle des invités, un salon de coiffure et bien aussi un hall d'accueil où est distribué tout le courrier des résidents. Et ensuite, on va enchaîner avec Michel, qui vit à Bretignolles depuis quasiment sa naissance. Elle va nous expliquer Bretignolles d'autrefois, ses vacances, la guerre aussi. On va avoir Claudine qui va nous parler de sa passion pour la peinture et l'art floral. Ensuite, on aura Louis qui va nous expliquer l'hébergement temporaire. Et enfin, on aura Margaret, ancienne passionnée de littérature, qui nous fera la revue d'un livre. Et aussi, elle va nous parler de sa passion et la passion de la danse et pas n'importe quelle danse. Alors Michel, racontez-nous, vous venez à Bretignolles depuis votre naissance, vous êtes bretignolaise ? Oui, je ne suis pas du tout bretignolaise, mais j'ai quand même un peu de sang bretignolais dans les veines du fait que ma grand-mère paternelle était bretignolaise. D'accord. Et mes grands-parents étaient à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Ouais. Donc, ils sont bien vendéens aussi. Ouais. Donc, ma grand-mère en question, là. Mais elle est née à Bretignolles, dans la maison. Du coup, vous veniez chez votre grand-mère en vacances ? Alors, on venait, à l'époque, ma grand-mère s'était mariée et habitait Saint-Gilles-Croix-de-Vie. D'accord. Hein ? Ouais. Donc, on venait en vacances chez... pas très longtemps, mais on venait passer quelques jours tous les étés chez les grands-parents paternels. C'était une maison familiale qui doit avoir maintenant plus de 250 ans. Hein. D'accord. Alors, si bien que mes 4 enfants, de tout petits, on peut dire que Benoît a dû commencer, il est né au mois de janvier, à partir du mois d'avril ou mai, on venait passer des vacances à Bretignolles. D'accord. Tous les étés, à partir de 54. J'ai des photos de Bretignolles, j'en ai autant que de mon pays, sûrement que de l'Orient. Moi, maintenant, quand je vois, je trouve que c'est devenu une capitale. Mais à mon avis, ça a perdu de son charme. Nous, quand je venais avec les enfants, donc à partir de l'année 54, tous les étés ou presque, ça avait un charme. On pouvait aller avec notre cabine de bain sur la plage. C'était quoi l'histoire des cabines de plage ? C'est-à-dire qu'on venait à la plage avec sa propre cabine ? La cabine, on la mettait pendant l'été, puis on la redéménageait après. D'accord. On payait un droit quelconque à l'État, forcément. D'accord, mais à chaque fois, il fallait venir la reconstruire l'été et la redéfaire. La redémonter, et même la démonter au moment des grandes marées. Parce que quand la marée montait trop haut, la cabine, elle serait foutue le camp. J'ai des photos où on est, 10 ou 12 devant la cabine avec des amis, la famille. J'aimais mieux Bretignolles dans l'ancien temps. Et à l'époque, je marchais beaucoup. J'avais un landau. Et comme j'en avais 2 très proches, et ça faisait quand même 1,5 km de la plage. Hein. Je trouve que ça avait beaucoup plus de charme. C'était plus familial. Regardez maintenant l'endroit où on allait. Nous, on allait sur la plage de la Paris. Au bout de la rue de la... Comment ça s'appelle ces drôles, je sais même plus. Mais maintenant, il n'y a plus de plage, là. C'est fini. On avait des amis, là, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, du reste. Alors, mes enfants faisaient partie du... Comment ça s'appelait ? Le club Mickey. Oui. Hein ? Alors, j'ai des photos du club Mickey, dans des déguisements, tout ça. Tous ces trucs-là, c'est fini, ça n'existe plus, quoi.
Alors Michel, vous avez connu la guerre. Dans les années 43, vous étiez où? Comme j'habitais Lorient, et que vous savez que Lorient est une ville archi bombardée, donc on s'est retiré pendant l'exode, on s'est retiré au Faouët, dans un petit trou à une cinquantaine de kilomètres de Lorient. On n'avait plus de maison à Lorient, tout était par terre. En voyant les photos de l'Ukraine, là, ça me fait y penser du reste. Mais bon, nous, on était vivants, c'est déjà quelque chose. Donc à 12 ans, vous avez quitté la maison avec votre maman. Moi, définitivement Lorient, il n'y avait plus de Lorient. Et pour sortir de Lorient, on était obligé de boucher les trous de bombes pour passer avec la voiture. Bien sûr. On récupérait les planches tombées des maisons. Ça, c'était... Enfin bon, c'est un truc que je ne pourrais jamais oublier. Hein. Jamais. Et je vous dis, j'ai des photos et je ne peux pas ne pas faire de rapprochement. Quoi. Lorient était réduit à l'état de... Il n'y avait plus rien. D'accord. Il n'y avait plus rien. J'ai des photos de Lorient. Moi, quand je vois tout ce que je vois là, je me dis, nous, on est sortis par le soupirail de la cave, la maison au feu sur le dos. Hein. D'accord. Et du coup, à ce moment-là, vous aviez... J'avais 12 ans à l'époque, mais ça, je ne pourrais pas... Quand on a voulu sortir de Lorient, on avait une voiture qui, heureusement, n'était pas... Le garage n'était pas attenant à la maison. Oui. Donc, on a réussi à récupérer la voiture. Et c'est comme ça qu'on a pu retourner jusqu'au Faouët. Vous savez, quand on est sorti avec la maison au feu sur le dos, on n'a rien pris du tout, quoi. Moi, j'ai marché pendant la guerre avec des sabots, hein. Et après, on avait des galoches. Je ne sais pas si vous voyez. Non, c'est quoi? Ah ben, des galoches, c'était des chaussures montantes, mais avec des grosses semelles de bois. Enfin bon, j'aurais jamais pensé, mais bon, on se fait tout, faut croire. Donc, on a échoué dans ce pays du Faouët. Et au Faouët, c'est pas une capitale, loin de là. Papa avait remonté un cabinet médical puisqu'il était médecin. Et puis, les classes, jusqu'à une certaine limite, on pouvait y rester. Mais après, on m'avait envoyé en pension à Nantes. D'accord. Et maman était amie intime de la mère de mon mari. D'accord. Et habitait Nantes. D'accord. Si bien que tous les jeudis, j'avais le droit, ou presque tous les jeudis, d'aller chez elle, passer la journée, l'après-midi tout au moins. Et à ce moment-là, forcément, j'ai connu un peu plus. Vous le connaissez un peu quand même. Oui, qu'elle allait devenir votre futur mari. Voilà. Et la conclusion d'amis, elle, amie de maman, et ben voilà. Nous avons fait affaire et nous nous sommes mariés. Nous, on n'avait toujours plus de maison. Et la maison de ses oncles et tantes, c'était la sœur de mon grand-père, de reste, était encore en entier, mais elle était à l'extérieur un peu de Lorient. Alors, on a habité là un moment, et c'est quand on était là que je me suis mariée. Alors, on a d'abord commencé par La Roche-sur-Yon, qui était un vrai trou à l'époque. Alors là, c'était le trou. Quand vous dites le ça trou, s'est quand même amélioré pas mal. Le trou, ça veut dire qu'il n'y avait rien? Il n'y avait rien, il y avait quand même quelque chose, mais enfin, c'était loin d'être une capitale, quoi, c'est ça que je veux dire. C'est pas la Roche d'aujourd'hui. Pour moi, c'était vraiment... Enfin bon, on s'habitue à tout, en fin de compte. C'est ça, moi, je crois, parce que je me dis, quand je pense par où je suis passée, c'est vrai que c'est impressionnant, quoi. À présent, nous allons écouter Claudine qui discute avec Nicolas de sa passion pour la peinture et pour l'art floral. Donc là, ma passion, je pense que c'est là que vous en venez. Oui. J'ai plusieurs passions. J'ai une passion de la peinture, j'ai une passion de l'art floral, j'ai une passion, j'aime beaucoup les expositions, les peintures, etc. Ça me manque un petit peu ici. J'ai commencé... alors, je vais pas être... Il y a peu de matériel, donc on arrive à en avoir. Ça y est, on commence à avoir des... Il y a un club en plus à Bretignolles. Les pinceaux, oui, j'y vais d'ailleurs, oui. C'est pour ça que je vous disais, je vais un peu à l'extérieur aussi. Mais je préfère plus l'aquarelle que l'acrylique. Ça, c'est des méthodes, hein, c'est pas grave ça. Donc là, ici, les 2 premières fois, ça a été un petit peu...
j'ai tâté un petit peu pour voir comment étaient les personnes, parce que les personnes, je ne les connaissais pas. Elles sont toutes différentes, d'âge différents, de maniabilité différente, donc il fallait s'adapter. Donc maintenant j'ai trouvé, je fais les dessins, ils choisissent le dessin qu'ils veulent et ensuite ils peignent. Donc ils se l'approprient après. Donc il y a souvent un thème, on a fait des moulins sur des tuiles, oui, des moulins sur les tuiles, on a fait sur des planches, sur du bois. On a fait, je ne sais plus encore. Là, on est en train de faire un projet sur le printemps. Et donc ils font ça à l'acrylique. Et il ne faut pas non plus que ça dure trop longtemps. Donc, 3/4 d'heure, au moins 1 heure. Donc, ils sont très contents. Moi aussi. Parce que c'est un moment que j'estime pour être au calme. C'est-à-dire qu'on ne rentre pas dans la pièce. On se concentre sur ce que l'on fait. Donc, il n'y a pas de bien fait, de mal fait. Chacun met les couleurs qu'il désire. Et finalement, alors j'en prends que 7 parce que c'est déjà pas mal. Il y a de la demande. Il y a de la demande. Il y a de la demande. Je suis contente. Oui. Je suis contente. Donc ça me donne quand même un petit peu de travail, entre parenthèses, parce qu'il faut que je cherche les thèmes. Et puis ensuite, faut chercher, je les dessine sur les feuilles. Bon, mais c'est pas grave. Ça a toujours été mes passions. J'ai dit que j'avais certainement un crayon dans la main. Je suis toujours en train de crayonner. J'adore ça. Le dessin surtout, l'aquarelle. Et après, vous avez fait l'art floral. Donc l'art floral, c'est autre chose. C'est quand j'ai déménagé dans une ville, à Reims, je me suis inscrite pour connaître à la Société d'horticulture. Donc la Société d'horticulture, c'est une société nationale, la SNHF, qui a de la répercussion. Et vous avez des sociétés d'horticulture locales. Des antennes. Des antennes. Et donc, j'ai commencé par des cours d'art floral, et puis ensuite, j'ai donné des cours, puis ensuite, on a fait des grandes expositions, et donc, voilà. Donc, je lis bien la peinture et l'art floral par les couleurs, par le regard, par tout ce qu'il y a d'observation. Donc, avec Jessica, on a monté ça aussi, parce qu'il faut là un budget. Et c'est pas simple non plus de trouver, par rapport aux dames, comme je disais tout à l'heure, la maniabilité des fleurs. Et on a fait sur des cèpes de vigne. Un monsieur m'a donné des cèpes de vigne, donc je les ai tous grattés, et on a composé sur un cèpe de vigne. Sur quoi on a fait. Puis à chaque fois qu'il y a une manifestation, comme là, va y avoir la manifestation sur les chapeaux, on fait un cours pour pouvoir fleurir la résidence. Donc là, pareil, les gens se bousculent. Oui. Parce que mine de rien, de prendre une fleur, de la piquer, il faut que les mains travaillent. Oui. Hein, les mains travaillent. Il faut de l'attention aussi, enfin, faire attention. L'écoute. Donc ça permet. Et là, c'est pareil. Je demande que ça soit fermé et qu'on soit tranquille, qu'on pense à ce que l'on fait. Et ça leur permet aussi les deux activités se complètent parce que finalement c'est moi, et ça me permet de leur faire comprendre la notion des couleurs, la chromatologie par exemple, les couleurs complémentaires, et puis de regarder dans la nature. Vous voyez que là en ce moment c'est du jaune et du rose et du blanc. Et que les fleurs, ça se reproduit, et après, ça va être des couleurs un peu plus foncées. Et puis après, en automne, ça sera de l'or. Quand il y a eu l'inauguration, au mois de septembre, moi j'avais fait des grands bouquets, mais il y avait d'autres dames qui étaient avec moi là et qui ont fait les autres bouquets. Et je trouve ça... Il y a des gens qui ne connaissaient pas ce que c'était que l'art floral. C'est très dur, fleuriste. Hein. Moi, c'est de l'art floral. Je suis pas commerciale. C'est-à-dire qu'avec une fleur, un contenant et 4 feuilles, on va essayer de composer quelque chose.
Eux aussi, parfois, mais c'est pas, ça dépend des boutiques. Travailler chez des fleuristes à Noël, Saint-Valentin et la fête des mères. Hein? Donc je faisais des bouquets. Là, je suivais ce qu'elle me demandait, mais comme j'avais déjà toutes ces notions, je savais comment couper, comment les mettre, comment faire. J'étais derrière, si vous voulez. Hein, j'étais derrière. Mais c'était très, très fatigant. Très fatigant. Parce que, par exemple, à la fête des mères, ils finissent à minuit. Ils passent des nuits à faire tout. Hein, et à redemander des commandes. Hein. Donc, c'était bien aussi, parce que ça m'a permis de voir autre chose. De voir autre chose. Donc, mais je préfère quand même faire des expositions. On allait très souvent à Paris, rue de Grenelle, où il y a le siège de la société d'horticulture et où là il y a les Japonais qui viennent en avion avec leur pour pouvoir participer aux examens qui s'appellent le DAFA, etc. Et on avait l'ambassadeur du Japon qui venait, etc. Alors c'était quelqu'un qui venait pour ces démonstrations. C'est-à-dire que c'était comme un amphithéâtre, il y avait le ring, l'estrade, il y avait déjà 4 grandes compositions, mais quand je vous parle de composition, c'était plus haut que moi. Ah oui. Beaucoup plus haut que moi. Des structures. De 2 mètres, quoi. Oui, enfin, vraiment très haute. Et donc, c'était l'examen, comme si c'était le bac. Hein, elle présentait quelque chose sur un thème. Et ça, c'était, au départ, c'est des professionnels qui présentent ou c'est du grand public? Des amateurs avertis? Ah non, c'est des amateurs avertis qui ont pris des cours à la Société d'horticulture. Okay. Comme moi, j'ai pris des cours. Ok, et il y avait un concours en quelque sorte, ils étaient jugés sur leur pièce. Non, c'était qu'ils étaient reçus ou pas. Ah, il y a un examen. Il y a un examen, une qualification. Une qualification. Oui, il n'y avait pas de numéro et puis on ne disait pas c'est reçu, pas reçu. Ils présentaient leur thèse finalement. Et donc il y avait ça, il y avait de la musique classique sur le thème et elles avaient déjà commencé leur structure et ensuite elles le finissaient, elles expliquaient. C'était magnifique. Donc ça, oui, on a été à beaucoup d'endroits pour aller des expos. Par exemple, s'il y a les Floralies à Gand, en Belgique, on y va pour aller à Bruges. À Bruges, dans l'hospice, il n'y a que de l'art floral. Alors moi, ce que je fais comme art floral là, c'est de l'art floral oriental. D'accord? Et l'ikebana, c'est de l'art floral japonais. C'est-à-dire que sur un centre, alors là, moi j'ai fait 2 ans, mais c'est très calculé. C'est-à-dire que vous avez une branche, il faut que vous enleviez 3 fleurons, il y a des angles qu'il ne faut pas dépasser. Il y a une norme et un équilibre. La terre et tout, oui. Ça permet d'élaguer beaucoup. Alors vous avez une branche, puis une autre fleur ici, ça représente quelque chose. Parce que l'ikebana, il y en a plusieurs formules, plusieurs sortes. C'est comme si vous dites la peinture, il y a l'aquarelle, la pastel, etc. Là, c'est pareil. L'ikebana, je ne sais jamais ce que ça veut dire exactement. Je ne m'en rappelle jamais. Mais ça, c'est... Alors donc, il y en avait aussi. Ça, il y avait de l'ikebana. Donc les gens aiment beaucoup parce que c'est très dépouillé. Vous allez pouvoir nous parler des activités au sein de l'espace Evie. Donc, il y a des activités que Jessica, l'animatrice, propose pour le mois. Donc, matin et après-midi, il y a toujours des activités. Il peut y avoir de la gym sur chaise, de la promenade au bord de la mer, de faire des crêpes, des jeux, beaucoup. Pour l'instant, j'ai participé aux animations au départ. Puis bon, il y a eu le Covid. Pour moi, ça a été un petit frein quand même. Donc, puis j'avais besoin de ranger ma maison. Mais c'est normal. C'était parce que déménager, c'est pas facile. Et il faut retrouver une place pour chaque chose. Et donc là, ça a été plus... Et puis bon, je vais à l'extérieur quand même. Hein. Je participe des choses à l'extérieur. À présent, c'est au tour de Louis. Louis habite à Landevieille dans une grande maison et il peut profiter de la résidence Espace Evie pour un séjour, un petit séjour qu'on appelle l'hébergement temporaire. À Landevieille,
On est à Langeais depuis 76. Oui, on a acheté en 75. On est arrivé aux vacances. 76, il faisait très chaud. Mais bon, on aura eu une belle vie, une belle aventure à Langeais. Parce qu'au départ, il n'y avait que 1500 mètres. Quand il s'est trouvé à vendre le terrain qui s'est trouvé à vendre, bon, j'étais plus au pied, j'étais le dernier, il fallu tout acheter. Il y a 4560 et quelques mètres. 4500. Un jardin que vous entretenez, on peut le dire, à 91 ans. Non, 90 ans. Oui, enfin, Oui. il est modeste. Parce que là, le jardin, il doit être plein d'herbes. Non mais, vous avez bientôt 91. Oui, au mois de mai. Bon. Mais vous allez toujours dans votre jardin. Oui. Et vous travaillez toujours dans le jardin. C'est mon occupation. Je vais 1 heure dans le jardin ou 2 heures l'après-midi. Je fais pas du jardin. J'ai la pelouse. Bon, j'ai un gars qui vient me donne un coup de main de temps en temps, tailler les arbustes, tout ça. Oui, mais moi, je peux pas vivre entre 4 murs. Moi, je vis dehors. Je suis un gars de la nature. J'aime le jardin, j'aime la pelouse, j'aime tailler, j'aime les fleurs. Non, je suis pas bricoleur. Je suis pas bricoleur. Ah ben, à l'hôpital, ils m'ont déjà requinqué, eux. Et 8 jours, ça y a été, hein. Alors Thierry, après, il a dit, bon, tu peux pas, je peux pas. Alors, Arlette, elle était tombée, elle avait tombé, donc, il fallait l'enlever. Donc, elle osait ça en rééducation, hein. Alors, je peux pas rentrer à Langeais tout seul. Thierry a dit, bon, ben, il faut essayer de 15 jours ici pour me remonter. Autour de Margaret, passionnée de lecture, de nous présenter sa revue d'un livre. Il s'agit du livre de Antoine Léris, Vous n'aurez pas ma haine. Je vais vous parler d'un livre qui m'avait bouleversée en son temps. Toutefois, il faut le remettre dans son contexte. Il est sorti en avril 2016, juste après les attentats du Bataclan et de ses alentours. Nous étions tous dans une émotion qui aujourd'hui est plutôt ailleurs. J'aimerais pourtant vous donner envie de lire le livre très émouvant d'Antoine Léris, sorti en avril 2016. Son titre, Vous n'aurez pas ma haine. Antoine Léris, journaliste et chroniqueur culturel, a perdu sa jeune femme Hélène lors de l'attentat du Bataclan le 13 novembre 2015. Vous n'aurez pas ma haine est son premier livre et fait suite à une lettre qu'il avait publiée sur les réseaux sociaux dès le 16 novembre. Au soir du 13, alors que sa femme est au spectacle au Bataclan, Antoine veille sur leur fils, Melville, âgé de 17 mois à peine. Après la découverte tardive de l'ampleur du drame, face à l'agitation montante et à son total désarroi, sa première obsession est « il ne faut pas réveiller bébé ». Puis succèdent l'angoisse, la douleur et l'ampleur de la tâche qui lui incombe. Je cite page 51. « Le soleil, ce 16 novembre, se lève sur notre nouvelle « Il était une fois », l'histoire d'un père et d'un fils qui s'élèvent seuls. Pourtant, Antoine Léris fera en sorte qu'Hélène, la maman, soit toujours avec eux. À la sortie de l'institut médico-légal, il dit l'emporter dans le creux de sa main. Je cite encore page 64. « Nous sommes 2, mon fils et moi, mais nous sommes plus forts que toutes les armées du monde. » Le sujet est délicat, bouleversant, mais le style est limpide et plus qu'accessible. Il me semble que les phrases et les paragraphes courts au début s'étoffent au fil du récit comme l'amorce d'une thérapie. L'essentiel, je pense, est dans cette phrase magnifique, page 64. Il a 17 mois à peine, il va manger son goûter, comme tous les jours. Puis nous allons jouer, comme tous les jours. Et toute sa vie, ce petit garçon vous fera l'affront d'être heureux et libre. Car non,
Vous n'aurez pas sa haine non plus. Voilà, c'est d'Antoine Léris aux éditions Fayard. Vous n'aurez pas ma haine, 139 pages. Bonne lecture. Donc, Margaret. Oui. Donc, c'est l'amicale des retraités. Ben oui. Pour depuis 16 ans. Alors, pour quelle activité? Les activités dansées dans les danses du monde. Donc, danse de salon? Ah non, surtout pas. D'accord. Surtout pas. Les danses du monde... Alors, on a été un peu frustrés, là, depuis 2 ans, parce que les danses du monde, c'est quand même beaucoup de danse en couple et de danse en ronde. Et là, on n'avait plus le droit de se donner les mains. On n'a toujours pas le droit, d'ailleurs, normalement, de se donner les mains, de danser en couple. Les dansants ont repris, mais nous, pour l'instant, à l'amicale, on nous demande encore, pour l'instant, de ne pas se donner les mains, etc. Donc, moi, j'ai adapté plusieurs rondes où on fait la ronde, mais on se donne pas les mains. Alors, c'est quoi? C'est des menuets? Non. Oui, il peut y avoir un menuet, mais il y a... C'est surtout les... Alors, il y a les danses irlandaises qui sont des danses en ligne, qui sautent beaucoup. Donc, on adapte évidemment à notre âge, on saute beaucoup moins. On fait beaucoup de mouvements avec nos pieds, mais sans sauter. Il y a les danses israéliennes qui sont superbes en général, les danses grecques. Le sirtaki. Le sirtaki. Alors, le sirtaki, en fait, c'est un asapiko. Parce que sirtaki, c'est un mot qui a été inventé pour le film Zorba le Grec. Mais ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Non, merci. C'est un asapiko, ça s'appelle normalement, ce genre de pas. Il y a des danses grecques, qu'est-ce qu'il y a encore? Des danses roumaines aussi, beaucoup. J'ai découvert il y a relativement peu de temps, elles sont magnifiques. Et les musiques sont très belles. Et vous faites des représentations? Plus beaucoup depuis 2 ans. On allait à l'Aubray assez souvent avant. Mais je crois que là, ça y est, on a trouvé un public. Et vous avez des costumes? Alors oui, des costumes, c'est un bien grand mot, mais oui, on essaye de s'adapter au mieux par rapport à la danse qu'on réalise. Par exemple, pour les danses irlandaises, on est tout en noir avec un grand foulard écossais. Pour les danses plus primes sautières, on essaie de... Les danses israéliennes, on est tout en blanc. Et ça fait un catalogue de combien de danses? Oh là là, ça je pourrais pas te le dire, mais j'en ai énormément. Mais comment ça s'est venu, cette passion-là? Quand je suis arrivée à Bretignolles, j'étais une jeune retraitée. J'avais 55 ans et donc je me suis dit que je pouvais pas rester toute seule comme ça. J'arrivais à Bretignolles où je connaissais quasiment personne, donc je me suis inscrite à l'amicale des retraités. Et puis ancienne institutrice et pas trop vieille à l'époque, donc ça intéressait beaucoup pour l'animation. Donc je me suis fait embaucher et ça me plaisait. Mais en fait j'ai été embauchée quoi, je me sens par celle qui s'occupait des activités dansées et qui m'a initiée. J'ai fait beaucoup de stages, Ah, des stages? Ah oui, beaucoup. Mais loin alors? Oh non, c'était à l'époque, on était avec la Fédération française de la retraite sportive, FFRS, et ils organisaient des stages dans les Pays de Loire, quoi. Enfin, le plus loin que je suis allée, c'est à la Pommeraye, c'est près d'Angers, donc c'est pas trop loin. Voilà. Eh bien, merci Margaret, j'ai trouvé ça très intéressant. Je me dis pourquoi pas faire un autre podcast plus tard et pouvoir parler un petit peu plus des danses et des différences. C'était un sujet très riche. Merci beaucoup. Alors voilà, c'était notre tout premier podcast. Alors nous, Nicolas et moi, on a passé un bon moment avec vous. J'espère que c'était aussi un bon moment pour vous. Et on se dit à une prochaine. Nico? Ouais, à une prochaine. À une prochaine.